que les auteurs appellent la zoosémantique. Ce serait une extension de l'énonciation. Ça me fait penser au carnaval des animaux, le morceau célèbre de Saint-Saëns. C'est quand même l'idée, me semble-t-il, que tout le monde parle. Tous les vivants parlent. Et que le langage est coextensif à la vie. La vie, il faut dire, comme Lacan, on ne sait absolument pas ce que c'est. Mais c'est un fait. Donc tout vivant est parlant, jusqu'à l'escargot et à l'araignée. La bave de l'escargot serait au fond structurée comme un langage. Ça serait une trace écrite. Et alors les araignées aussi, elles s'expriment si bien qu'elles revendiquent les droits des invertébrés. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on met le droit dans l'affaire, que tout être vivant est un sujet de droit. Et donc, il y a un droit des animaux qui consiste, au fond, à sacraliser la vie. Et alors là, sur le droit des animaux, il y a toute une littérature. Et alors, par exemple, j'ai entendu sur Internet une députée prenant la défense du rat et considérant que le rat porte un nom dépréciatif et qu'il faudrait l'appeler autrement, je crois, surmulot, à la place de rat, pour lui donner sa dignité. Et il y a aussi, j'ai entendu, une défense des insectes. Oui. Alors, le scandale, c'est qu'on les tue. Et on les appelle nuisibles. Et ça, c'est donc un effet du suprématisme humain. Enfin, je l'appelle comme ça. Et donc, les droits, la Déclaration des droits de l'homme devrait être suivie d'une déclaration des non-humains. Si on veut théoriser la chose, il me semble qu'il y a deux suppositions essentielles à ce point de vue. D'abord, on suppose l'harmonie universelle de la nature. C'est une vision irénique de la vie, comme si tous les êtres vivants étaient foncièrement compatibles entre eux. Et donc, c'est un monde dont toute agressivité est évacuée. Un monde sans contradiction. C'est prendre l'état de nature à l'envers de Hobbes, la guerre de tous contre tous. C'est un monde où tout le monde est compatible, où il n'y a pas de guerre. Alors là, je voulais dire un mot de Saint-Saëns, qui est un personnage assez extraordinaire, qui, dans son Carnaval des animaux, qui est une suite instrumentale, écrit ce qu'il appelle une grande fantaisie zoologique, et qui est puissamment comique. Il essaye d'illustrer musicalement le comportement des animaux.
Et au fond, c'est un mode, on peut s'interroger si la musique est un mode de langage. Donc, on a le lion, ça dure à peu près 20 minutes, entre 20 minutes et une demi-heure. Il y a la marche du lion, ses rugissements. Il y a les poules et les coqs, et on entend leur caquetage. Il y a les chevaux rapides et la tortue lente, etc. Et au fond, il y a le coucou avec le bruit du coucou. Et alors, Saint-Saëns, une fois qu'il a écrit, a considéré que si ça se répandait, il passerait pour un auteur pas sérieux. Et il a interdit que soit joué le Cardinal des animaux, sauf le morceau sur le chant du cygne. C'est un solo de violoncelle. C'est le seul morceau qu'il a autorisé. Et au fond, dans le carnaval des animaux, chaque espèce animale a une empreinte musicale, parce qu'au fond, elle fait un bruit, elle a un rythme, une allure, et ça se traduit en musique. Quand on est lacanien, on ne considère pas que la musique est un langage, parce que on ne peut pas distinguer vraiment le signifiant et le signifié. En tout cas, c'est d'ordre différent. Alors, il y a l'harmonie, et il y a, deuxièmement, la continuité du règne animal. Alors là, il y a un passage absolument extraordinaire d'un auteur. Voilà. Ce que l'on cherche à saisir et éventuellement à décrire, ce sont ces passerelles entre les processus de signification et de communication qui transitent entre un monde cognitivement élémentaire en apparence, comme celui de la cellule. Donc ça commence à la cellule, ça passe au monde hyper élaboré ou supposé tel du langage, sa double articulation. Non, entre-temps, il y a les animaux évolués et on arrive au monde hyper élaboré, c'est-à-dire il y a une continuité langagière au fond, c'est une façon de comprendre Darwin que Lacan a toujours contesté, Darwin, parce que Darwin considère que la fonction crée l'organe et Lacan considérait au contraire que l'organe, on ne connaît pas sa fonction et donc on est embrouillé. On ne sait pas que faire des organes. Et donc, par exemple, le prépuce, on ne sait pas à quoi ça sert, alors on décide, une des méthodes, c'est de le couper. Il y a les scarifications, il y a l'extension de certains organes, il y a la compression d'autres. Donc, foncièrement, l'homme démantèle son corps et la médecine est au premier rang de ce démantèlement, même pour notre bien, évidemment. Alors, pour Lacan, il y a une coupure dans le règne animal, il y a une hétérogénéité entre les êtres vivants et ce qu'il appelle le par-l'être. Et au fond, toute cette construction, c'est la négation du par-l'être. Au fond, pour Lacan, tout vivant n'est pas par l'être. Et au premier chef, si je puis dire, c'est parce qu'il n'y a pas de rapport sexuel chez le par-l'être, je ne développe pas évidemment ici, et chez les animaux, il y a un rapport sexuel.
même si pour les animaux domestiques, ça varie un peu, et c'est ce que Lacan explique au début de Télévision. Ce que ces linguistes appellent énonciation, c'est en fait, et qu'ils rapportent au jeu, c'est en fait le sujet de l'énoncé. Et le sujet de l'énonciation, pour simplifier, disons, c'est le sujet de l'inconscient, qui, lui, n'émerge pas dans le jeu, mais émerge dans le trébuchement de l'énoncé, comme le lapsus. Il me semble que cette linguistique, je l'ai lue, celle de Benveniste par exemple, ou de Jacobson, on ne parle pas du lapsus.